Nicolas Larson, un collègue de Rémi. Je travaille aussi à l'INRAE à Montpellier. Je travaille aussi sur du deep learning, mais moi pour le coup, pour de vrai, ce ne sera pas à propos de deep learning, ma présentation. C'est à propos de PyOTB, c'est une extension en Python que j'ai codée d'OTB, qui permettait de simplifier l'utilisation d'OTB en Python. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? Moi, j'ai commencé à utiliser OTB il y a 7 mois. Je trouvais ça vraiment puissant, mais j'étais un peu dérouté par la façon dont il fallait l'utiliser en Python. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans OTB et connaît d'autres librairies Python, il n'a pas l'habitude de ce fonctionnement de créer une application, de setter tous les paramètres un par un. Donc là, je vous montre un exemple où on fait un sous-échantillonnage d'une image. Donc c'est quand même 8 lignes de code pour faire une opération assez simple. C'est quasiment que des set parameters. Et si on compare, donc là je vous parlais d'autres librairies Python, si on regarde avec OpenCV, qui est une librairie de computer vision, vous voyez que ça fait une seule ligne, on n'a besoin que d'une ligne pour faire cette opération. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien à propos de Python, c'est-à-dire que c'est facile à écrire, c'est compréhensible à lire. Et donc c'est ça qu'on a voulu se rapprocher de ça pour PyOTB. Donc PyOTB, je vais vous montrer le résultat directement. Ça, c'est ce qu'on avait dans l'API Python de base. C'est-à-dire que pour un utilisateur Python, on a une classe qui hérite de plein de choses, plein de méthodes du C++. Et l'utilisateur devait créer l'application pour obtenir un objet, pour ensuite réaliser toutes les opérations de set parameters, et enfin pouvoir exécuter son algorithme, son application. Donc on trouvait ça un peu lourd comme fonctionnement. Et du coup, vu qu'on a voulu plus voir les applications en tant que fonction, c'est-à-dire qu'une application, on les a transformées en fonction PyOTB. Donc là, je reste sur l'exemple de sous-échantillonnage grâce à l'application rigide TransformWithSample. Et donc, on a transformé l'application en fonction qui a des entrées et qui sort une sortie. Voilà un peu la philosophie de PyOTB. Ça permet ensuite de faire du code un peu moins verbeux, et je vais vous montrer tout de suite. Voilà donc ce qu'on avait toujours avec l'API de base. Et on voit que pour PyOTB, ça ressemble à ce que montrait Julie tout à l'heure. C'est on passe les paramètres, non pas un par un, mais sous forme de dictionnaire, où la clé du dictionnaire correspond au paramètre, et la valeur du dictionnaire à la valeur qu'on veut pour le paramètre. Donc là-dessus, on gagne quand même pas mal de lignes de code. L'utilisateur n'a pas besoin de spécifier si c'était un paramètre string ou int ou float. C'est quand même bien pratique. Donc ça, c'est la base de comment lancer une application avec PyOTB. Après, on a vu, Rémi vous a montré un peu les pipelines. C'est très souvent que dans OTB, on utilise plusieurs applications qui sont enchaînées. Et là, je vais vous montrer que la notation fonctionnelle des applications OTB dans PyOTB permet de facilement enchaîner différentes applications. Donc là, on voit que la sortie de la fonction 1 sert d'entrée à la fonction 2, qui sert d'entrée à la fonction 3, et enfin, on a notre résultat final. Donc là, c'est juste un petit schéma, et je vais vous montrer comment ça se comporte en code. Donc il y aura beaucoup de code là pendant la présentation, j'espère que ça vous fait pas trop peur. Donc là, c'était le code de base dans OTB. OTB en Python permet déjà de faire des connexions entre différentes applis avec la méthode connectImage. Là-dessus, ça demande encore pas mal de code. Et encore une fois, moi je trouvais pas ça très intuitif quand on vient d'autres librairies comme NumPy, où NumPy on crée un résultat qui sert d'entrée à une autre fonction. Et donc voilà ce qu'on obtient dans PyOTB pour le même algorithme, c'est-à-dire un rééchantillonnage, puis une calibration optique, puis un filtre morphologique de dilatation.
Donc ce qu'on voit, c'est que la première fonction rigid transform with sample nous renvoie un objet qui peut servir directement sans filet, qui peut servir d'entrée à l'application suivante. Et de la même manière, l'objet calibrated qui résulte de la fonction sert en tant qu'entrée du filtre morphologique. Donc là-dessus, on simplifie vraiment la notation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans OTB, quand on définit un pipeline, tant qu'on n'exécute pas le execute and write output, on n'a pas vraiment de processing qui se lance. On ne lance pas les calculs. Donc là, c'est pareil. Tant qu'on ne fait pas le write à la dernière ligne, le pipeline ne se lance pas. On ne lance pas les calculs. On a juste défini les opérations qui allaient se faire. Et donc c'est une sorte de lazy processing, quoi. C'est-à-dire qu'on le définit seulement et c'est que quand on en a besoin qu'on réalise les calculs sur la dernière ligne. Voilà donc pour tout ce qui est comment lancer des applications comme des fonctions, donc que ce soit une seule ou plusieurs à la suite. Et maintenant, je vais vous montrer des petits points bonus qu'on a rajoutés dans PyOTB. Ouais. On peut faire une pause là. Ouais. Les fonctions que tu as définies, elles sont pures ou moi je me dis il y a un truc qui ne colle pas là. En fait, Où sont les applications où est-ce qu'elles passent? Derrière, Ouais. quand on applique la fonction rigid transform with sample, ça crée une application. Ouais. On va le montrer plutôt ici. Alors, on est d'accord. Ce truc-là va faire exactement les mêmes étapes qu'ici, Mhm. mais c'est juste que c'est pas à l'utilisateur de le faire. Oui, jusque-là, je comprends. Voilà. Mais quand tu sors de la fonction, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, j'ai un objet. Donc là, j'obtiens un objet resampled qui Ouais. garde la référence à l'application, la vraie application OTB. Et c'est comme ça que je peux ensuite le passer en entrée de l'autre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ton état, il est stocké là-dedans. En fait. Ouais, il est stocké dans Donc c'est resampled. pas directement un résultat, c'est la sortie de. C'est Ok, d'accord. c'est un objet qui contient l'application OTB. Ok. Et avec quelques helpers en plus. Et du coup, la liste des applications, enfin des fonctions que tu as, parce que c'est devenu des fonctions, elle est statique parce Non, que... elle est dynamique. On la récupère en faisant le registry.get available application. D'accord, et il crée la liste Fonctionne uniquement. dynamiquement. Ok. Et du coup, la seule différence entre ton premier run et le deuxième, c'est la syntaxe, parce que dans un cas, tu as un dictionnaire, dans l'autre cas, tu mets tes valeurs. Donc ça, c'est une petite... Donc là, oui, le premier run, c'est on passe les paramètres en tant que dictionnaire. Et dans le deuxième cas, on le passe en tant qu'argument et keyword argument à Python. En fait, cette notation elle a une petite limitation, c'est qu'on ne peut pas utiliser de keyword argument qu'à des points dedans. Donc c'est pour ça que moi j'étais parti d'abord sur le dictionnaire et j'ai quand même implémenté cette notation plus pythonique, mais elle ne fonctionnera pas à chaque fois. Si on a des applications dont les noms des paramètres ont des points, ce qui est quand même assez souvent le cas dans OTB, ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai juste pu l'utiliser pour optical calibration et binary morphology. Ça fonctionnera pas, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser avec le pipeline ou que... Python me criera dessus en me disant Ouais. que je ne peux pas utiliser de clé qui a un point dedans. C'est interdit. Hmm. Est-ce que... ok. Au final, là, j'ai juste montré que celle de base, c'est d'utiliser un dictionnaire pour passer les paramètres d'une application. Mais en plus, si notre application elle n'a pas besoin de paramètres qui a des points, ben, on peut lui donner sous forme d'arguments de fonctions Python. D'accord. Voilà. Ce qui est un peu plus usuel en Python, c'est d'avoir ce genre de notation, plutôt que d'avoir un dictionnaire. Peut-être, hein, ouais, possible. Mais j'ai pas voulu faire des trucs non plus trop sales. Ok. Voilà, ça c'était le fonctionnement de base. Et on a rajouté quelques petits trucs. Bon, c'est pas juste. Au début c'était un peu pour du bonus. Mais en fait, ça permet quand même de faire en sorte que PyOTB et les objets OTB se rapprochent de choses qui sont connues en Python. Donc pour un utilisateur qui ne connaît pas OTB, ça permet vraiment
le familiariser, qu'ils se sentent à l'aise un petit peu. Donc déjà pour transformer un chemin d'image en objet PyOTB, on a cette classe input qui permet juste après de manipuler les objets dans Python. Par exemple, on a implémenté l'attribut shape, donc qui est quelque chose de très, très commun en NumPy ou en Xarray, de pouvoir connaître la taille de notre image satellite, le nombre de bandes. Donc là-dessus, c'est quand même assez pratique comme notation. Ensuite, on a implémenté aussi le slicing. Pour ceux qui connaissent NumPy aussi, ça vous dira vraiment quelque chose, ce type de notation. Ça permet de sélectionner des bandes ou alors des portions d'une image. Donc là, je vous montre les exemples qu'on peut avoir. Derrière, c'est du extract-ROI, c'est une appli extract-ROI, mais on peut l'utiliser en Python de cette manière, en faisant vraiment des notations très, très pythoniques qui parlent à beaucoup de monde en Python. Donc c'est quand même plus facile à lire, à mon avis, qu'un extract-ROI qui va sélectionner des bouts d'images ou des bandes. Après, c'est parce que je viens du monde de Python, je connais vraiment bien NumPy, donc ces notations m'étaient vraiment familières. Autre chose, bon, je vais repartir de NumPy. Dans NumPy, quand on a deux arrays NumPy, si on a envie de les additionner avec un plus Python, c'est possible. On n'est pas obligé de passer par un numpy.add. Au final, j'ai pu implémenter la même chose avec PyOTB, où quand on réalise une opération, donc là c'est une multiplication Python, une soustraction Python, derrière ça va appeler du bandmatrix pour faire le calcul. Et donc là, pareil, moi je trouve que ça simplifie pas mal les notations. L'utilisateur n'a pas besoin, pour des calculs simples, il n'a pas besoin de lancer une application bandmatrix. S'il veut faire un plus 1, il fait un plus 1 dans Python. Donc c'est assez pratique. Je trouve que ça réduit un peu le ticket d'entrée dans OTB, ce genre de notation. Ouais. Est-ce que si on avait su utiliser NumPy directement, ça aurait pas été plus simple? Parce qu'en fait, là, actuellement, on peut utiliser du NumPy avec OTB, c'est juste qu'on se galère un peu avec les métadatas, mais... Et ça charge l'image en mémoire aussi. Oui, par raison. Ok. Mais je présenterai après, on a implémenté l'interaction avec NumPy, où ça gère un peu mieux les métadatas. Tout existe déjà, là, le export image, le import image, dans OTB. C'était juste la notation qui n'était pas très pratique. Mais là, vu que ça utilise bandmatrix, ça ne charge pas toute l'image en mémoire. Je trouve que c'est un des gros avantages pour moi d'OTB, en plus de tout le pool d'applications déjà existantes, c'est quand même le streaming, quoi. Ok. Enfin, un dernier petit point. Je vous montre l'exemple là de l'appli MinShift Smoothing, sa particularité, c'est qu'elle a deux sorties, alors que la plupart des applis OTB ont une sortie. Et là-dessus, on a pu simplifier un peu la notation, c'est-à-dire que la sortie de l'appli MinShift Smoothing, enfin les deux sorties peuvent être fout et foutPov. On peut y accéder en tant qu'attribut de la sortie de la fonction. Donc là-dessus, moi je trouvais que c'était une notation assez simple, et nous on utilisait assez souvent une appli qui avait 6 sorties. Donc là-dessus, c'était assez pratique de pouvoir faire point les différents types, les différents noms de sorties. Et une autre fonction qu'on a pu développer, donc ça part du constat que pour des problèmes assez simples, on a besoin d'un code simple associé. Donc là, c'est sur des images Sentinel-2 TIA. On a une image 4 bandes optique, sans masque de nuage. Et ce qu'on veut, c'est sur l'image optique, assigner les pixels nuageux à 0. Donc là-dessus, moi je voulais qu'on ait une fonction simple pour faire ça. Et on a développé du coup pyotb.aware. Donc là aussi, ça se base encore sur le fonctionnement de NumPy, sur plutôt l'utilisation de NumPy. Et ça permet la syntaxe de NumPy, et ça permet d'exécuter des expressions conditionnelles, c'est-à-dire si une condition est vraie, alors on a un résultat, et sinon on a un autre résultat. Donc là on le voit, le premier argument de cette fonction c'est la condition, c'est-à-dire si le masque est strictement supérieur à 0. Donc si on a un pixel nuageux, alors on assigne le pixel à 0, et sinon
le pixel sera celui de l'image initiale. On voit que ce problème-là est assez facilement, on peut les décrire assez facilement avec PyOTB. Et je vais vous montrer là un exemple un peu plus complexe en live, on va essayer de le faire en live. On a deux images, une du 23 octobre et une du 2 novembre. Deux images avec leur masque de nuages associés. On veut faire une détection de changement sur ces images, et plus particulièrement sur le NDVI. Donc première étape, c'est de calculer les NDVI. Ensuite, de masquer les nuages dans les NDVI, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des nuages en amont de la détection de changement, sinon on aura des faux positifs. Donc je vais vous montrer là comment on peut le faire avec PyOTB. Si on a le temps, Julie. Alors moi j'utilise Conda. Alors du coup, donc là on importe PyOTB, on a des messages de warning, parce que vu que j'ai installé avec Conda, tout marche pas très bien, toutes les applications ne marchent pas très bien, et ça c'est des warnings OTB. Donc on a vu tout à l'heure, la première étape c'est de définir les images qu'on a en entrée. Donc là-dessus, pour pouvoir manipuler les images en Python, je vous avais dit, il fallait utiliser les fonctions la classe input. Donc voilà comment on va définir les différentes entrées. Donc on a les chemins de notifs. On crée nos 4 objets, donc là qui sont juste chargés, on peut maintenant les manipuler. Maintenant on va calculer les NDVI. Alors pour les NDVI, on aurait pu utiliser l'application Arithmetic Index par exemple. Moi je vais juste vous montrer là comment on peut utiliser la notation de slicing type NumPy pour faire des opérations bande à bande. Donc le NDVI, comme tout le monde le sait, c'est la bande infrarouge de l'image, c'est-à-dire la dernière bande, moins la bande infrarouge, la bande rouge pardon, de l'image. Donc là on a une image bleu, vert, rouge, proche infrarouge. Et après en division, c'est de la même manière, c'est la bande infrarouge plus la bande rouge. Voilà notre premier NDVI. Là on voit les logs. Bon, il y a des parties un peu verbeuses que je n'ai pas supprimées. Ce qui est important, c'est la dernière ligne. C'est-à-dire que ce qui est derrière ce qu'on vient de faire là, ce qui est derrière cette soustraction, cette division, cette addition Python, c'est un banc matrix qui correspond exactement à... Ouais. Ouais, vu qu'il fait des extracts ROI pour les channels, mais vu que c'est fait en mémoire, je pense pas que les extracts ROI prennent beaucoup de temps de calcul d'extraire une bande. Mais oui, en effet, c'est plus I-B1, I-B, B quelque chose. Là, c'est différentes images, vu que tout vient des extracts ROI. Donc le NDVI2, c'est pareil. Voilà. Donc là, on a nos deux NDVI. La compression te donne la ligne. Ça, c'est moi qui l'avais enregistré. Ah, d'accord. Pour pas me taper toute la... Ouais. À un moment donné, tu es obligé de le faire. Exactement, il faut quand même taper quelque chose. On est d'accord que là, il a déjà exécuté le calcul. Il a fait le execute, oui. Ouais, mais pas le execute and write output. Après, je suis pas un pro d'OTB. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas lancé encore. C'est juste, je sais pas, initialisé. Donc ensuite, on a dit qu'il fallait masquer le NDVI en amont de la détection de changement. Donc pour ça, on va masquer les nuages des deux images sur chacun des deux NDVI pour qu'il n'y ait vraiment aucun nuage, pour que les nuages soient remplacés par du NoData. Comme ça, on sera sûr qu'on n'aura pas de problème, pas de faux positifs. Là-dessus, je vais encore vous montrer une syntaxe assez pratique.
faire la fusion des masques de nuages. Donc un masque de nuages, c'est un masque pléiade, donc quand c'est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que c'est un type de nuage, soit des cirrus, soit des nuages de plein de types différents. Alors on prend le cas simple, juste strictement supérieur à 0. Alors en fait, là encore, on a pu coder l'opérateur foo, qui du coup indique que c'est soit le masque 1 supérieur à 0, ou bien le masque 2 supérieur à 0. Et encore, on le voit, ça se traduit par du monde matrix, où c'est si l'image 1 est supérieure à 0, alors 1, sinon 0, ou la même chose avec le deuxième masque. Donc ça simplifie quand même vachement l'utilisation de bande matrix, vu qu'on peut l'utiliser directement en Python, avec des syntaxes que les gens connaissent, que ce soit dans NumPy ou dans Xarray. Voilà. Là on a notre masque des nuages, et maintenant on va l'appliquer, comme je vous avais montré sur l'exemple tout à l'heure, avec la fonction pyotb.where. Là j'ai enregistré la commande. Donc quand le masque des nuages est à 1, on va lui mettre une valeur arbitraire de nos data à moins 999, et sinon on garde la valeur de NDVI. Voilà, c'est traduit encore par du mathematics. On fait la même chose avec le NDVI2. Donc là c'est bon, on a nos entrées pour la détection de changement. Et détection de changement, j'utilise l'application avec laquelle je ne suis pas très familier, Multivariate Alteration Detector. C'est une application de détection de changement qui est déjà dans OTB. Là je réduis vraiment la taille, c'est une application qui est assez longue à lancer. Je réduis sur une zone de 1000 par 1000 pixels, donc de 10 km par 10 km. Donc là vous voyez, on peut utiliser la syntaxe keyword argument, vu qu'on n'a pas de points dans nos arguments. Et on définit la sortie, donc qui sera changes.if. Et là, vu qu'on a défini une sortie, il fait tout le execute on write output, et tout ce qu'on a défini en amont se calcule, et voilà. Là on a fini. Bon, c'était vraiment une toute petite zone. Je vais vous montrer le résultat. Alors j'ai préchargé les images Sentinelle. Donc ça c'était celle du 23 octobre et c'est là du 2 novembre. Donc on voit il y a pas mal de nuages, donc il y a pas mal de choses qui seront masquées. Et donc la sortie de la démo, c'est changes.if. Voilà, vous voyez, c'est une toute petite zone. On voit par exemple que là il y a un truc qui est sorti, une parcelle. Bon, on voit c'est celle-ci là, il y a eu une récolte entre les deux dates. Voilà. Bon, après, on n'est pas là pour questionner l'intérêt scientifique de cette détection de changement, mais juste pour vous montrer comment on l'utilise. Voilà pour la démo. Bon bah là du coup je vous ai montré tout ce qu'on pouvait faire vraiment dans le cœur de PyOTB, et ensuite on a voulu implémenter des interactions avec d'autres librairies. Donc tout d'abord NumPy, qui est la librairie la plus connue de calcul scientifique en Python. Et OTB implémentait déjà tous les mécanismes pour exporter une image de PyOTB vers NumPy, et pour importer une image de NumPy vers OTB. Et en fait ce qu'on a fait, grâce à ce qu'offrait, les possibilités qu'offrait NumPy, NumPy permet de définir comment une NumPy array doit se comporter avec des objets de notre classe. Donc nous, les objets de nos classes, c'est des objets de PyOTB. Donc là par exemple, j'en ai un, c'est input. Et on crée une array NumPy. Donc là, arbitraire, on crée un bruit blanc de la même taille que l'image. Donc notre but, c'est de bruiter l'image de départ. Ça par exemple, je ne suis pas sûr qu'on pouvait le faire dans OTB directement. Je me suis dit que c'était un bon cas d'usage de comment on pouvait utiliser une interaction NumPy PyOTB. Et grâce à ce qu'on a pu coder et grâce à la puissance un peu de NumPy,
En fait, on peut appliquer directement des fonctions NumPy qui mixent des NumPy arrays et des objets PyOTB. Et ça nous renvoie directement à un objet PyOTB qui a la même référence géographique que l'image d'entrée. Donc ça, c'est assez pratique à utiliser. Ça a des limitations vu qu'on ne peut pas changer l'étendue géographique de notre image. Il faut que ce soit la même que l'image d'entrée. Et voilà. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et comme on disait avec Yannick tout à l'heure, ça charge l'image entièrement en mémoire. Donc c'est pas idéal non plus d'utiliser ça. Et le dernier, pour rebondir sur ce qu'a dit Rémi. Rémi vous a présenté comment on pouvait utiliser TensorFlow pour réaliser des calculs matriciels et sur les pixels. Et vu que je suis un collègue sympa, j'ai voulu aussi implémenter ça de façon assez pratique dans PyOTB. Donc si on considère une fonction scalar product qui fait le produit scalaire grâce à TensorFlow, donc la question c'était comment est-ce qu'on peut simplifier la syntaxe, parce que là Rémi devait créer son modèle, le sauvegarder, et ensuite utiliser l'application TensorFlow Model Serve. En fait, on a pu créer une fonction wrapper qui s'appelle pyotb.runTFfunction, qui s'applique à une fonction TensorFlow et qui la transforme en fonction pyotb TensorFlow, qui elle s'applique bien à des images sur le disque ou alors à des objets pyotb. Donc là-dessus, derrière, ça fait toutes les étapes que vous a montré Rémi, mais ça se fait en une seule ligne. Et l'avantage par rapport à NumPy, c'est que ça préserve le streaming. On ne charge pas l'image entière en mémoire. Voilà. Donc, en conclusion, je vous ai présenté PyOTB. Je n'ai pas implémenté de nouvelles fonctionnalités dans OTB. Ça utilise tout ce qui était déjà existant. J'ai juste rendu plus accessible en Python. Et je trouve que ça facilite vraiment l'accès à un utilisateur extérieur à OTB, pour tous les utilisateurs qui connaissent toutes les librairies de calcul scientifique. On l'a mis vendredi sur le GitLab d'Orfeo Toolbox, donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. La grande question, c'est le packaging de ça. Tu passes par Conda, c'est ce que tu as montré tout à l'heure? Moi, Conda, j'utilisais juste pour installer OTB. D'accord, donc tu utilises la recette OTB d'installation. Pour installer OTB, et après, PyOTB, c'est un truc très, très léger, vu que c'est juste des fonctions un peu helper. Là, pour le packager, j'ai utilisé setup tools. Pour installer, on fait python setup.py install dans son environnement Python, et ça installe PyOTB. Et on pourrait avoir un pip install PyOTB avec un OTB déjà installé. Normalement, oui. Après, je ne connais pas trop en packaging. Mais normalement, oui. Vu que là, j'ai fait tout le mécanisme pour setup.py, là, je pense que oui, en pip, ce serait assez facile à déployer. D'accord, merci. Non, si c'est intéressant, je pense quand même, c'est qu'on disait que ça s'applique quand même sur les wrappings Python, parce que PyOTB. Donc actuellement, une des complexités, je pense, dans l'OTB, c'est aussi les paquets binaires, ils sont compilés avec une certaine version de Python. Donc après, on recompile, quand on l'installe chez nous, il faut éventuellement les recompiler ou faire une petite bidouille sur les librairies, mais ouais. Non, je pense. Non, c'est des sujets qu'il faudrait qu'on discute cet après-midi, tout ça, parce que ça serait intéressant de. Ouais. Ouais. Et ouais. Et ça, c'est une chouette extension finalement au wrapper Python qu'on a déjà, quoi. Enfin, c'est un truc qui est quand même pas mal, je pense. Sur le OTB App Handler, de pouvoir passer un dictionnaire directement à quelque chose en Python,
sans utiliser plusieurs lignes de code. Puis après, bon, il y a eu des fonctionnalités en plus au fur et à mesure. Ok, merci. Très bien.